Bonjour et bienvenue chez Formers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter de Volatility, un outil extrêmement intéressant et puissant. Donc c'est beaucoup plus, pour être beaucoup plus précis dans ma définition des choses, c'est en fait un framework qui représente un ensemble d'outils qui vont pouvoir nous aider à pouvoir effectuer du forensique. Sans oublier que ce dernier possède ou a la possibilité de pouvoir interagir avec Python et c'est-à-dire développer nos propres scripts. Si vous n'en avez pas encore entendu parler, c'est l'occasion de pouvoir découvrir ce magnifique framework qui est Volatility. Et sans lui, vous ne pourrez faire proprement du forensique. Donc sans plus tarder, le plan de la présentation chez Formers est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par la découverte des différentes fonctionnalités de Volatility. Et enfin, nous allons passer, comme d'habitude, la plupart de notre temps de présentation au niveau de notre lab où on va pouvoir découvrir la puissance de Volatility rapidement sur des captures mémoire, mais sans oublier bien sûr le scripting avec Python au niveau de ce dernier. Donc, comme on l'a cité, Volatility est un framework extrêmement puissant qui va pouvoir nous aider donc dans l'analyse de la mémoire volatile, c'est-à-dire de la RAM. C'est, comme on l'a dit au début, un ensemble, une collection d'outils forensiques qui va pouvoir nous aider à extraire depuis la mémoire un ensemble d'éléments extrêmement intéressants, tels que les connexions réseau, les mots de passe ou encore les fichiers effacés. Et donc, ce framework va pouvoir se baser sur les données volatiles. Je répète exprès, en fait, données volatiles, parce que ça représente la mine d'or pour tout chercheur forensique, parce que c'est au niveau de la mémoire, donc la mémoire volatile qu'on va retrouver les actions les plus récentes, mais aussi les informations les plus intéressantes et les plus juteuses pour être plus précis chez Formers. Il faut aussi savoir que c'est le plus grand projet open source pour le forensique qui existe. Il a de nombreuses fonctionnalités qui sont tout autant aussi intéressantes une que l'autre, à savoir que même moi personnellement quand je fais de la prestation orientée forensique, je vais en fait me baser principalement sur l'exploitation de ce magnifique framework. Et j'en parle avec tant de vivacité parce que il m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup aidé dans mes investigations. La dernière date de septembre 2017 où j'ai pu donc retrouver les traces d'une manipulation d'un malware qui a été créé fait maison, c'était un petit malware fait maison qui a été créé par des utilisateurs internes au niveau d'une entreprise internationale, donc c'est une multinationale qui a quand même subi plusieurs dégâts à cause de ce malware, et le malware était en fait assez invisible, et en fait grâce à l'analyse de la mémoire volatile, nous avons pu trouver les bonnes traces, et donc nous avons pu remonter jusqu'à l'attaquant. Donc comme on l'a dit, parmi les fonctionnalités de Volatility, nous retrouvons donc l'affichage de la liste des connexions réseau ouvertes, mais aussi les scans des objets de connexion, l'affichage des listes des librairies qui ont été chargées par chaque processus, ce qui est extrêmement utile, surtout si vous voulez effectuer de l'analyse post-mortem suite à un incident ou simplement suite à une recherche que vous voulez effectuer par rapport à un malware, et ainsi de suite. Il permet aussi l'affichage des fichiers ouverts pour chaque processus, sans oublier la réalisation de différents dumps. Donc surtout lorsque vous êtes dans un environnement de pentest, vous avez aussi la possibilité de pouvoir exploiter Volatility dans ce contexte-là, c'est-à-dire que si demain j'ai accédé à un réseau, à une machine spécifique lors de mon processus de test d'intrusion et que je veux pouvoir analyser par la suite la machine, mais bien sûr je vais analyser cette fois-ci donc les données qui sont assez volatiles. Donc il existe la possibilité de pouvoir dumper la mémoire en exploitant Meterpreter aussi. Donc grâce à Meterpreter entre autres, donc on peut dumper avec Volatility à travers Meterpreter la mémoire de la victime et pouvoir par la suite donc analyser cette mémoire là. Donc ça on l'a déjà découvert ensemble si vous vous rappelez, pour ceux qui ont déjà suivi mes cours dans Hacking et Sécurité, les sciences forensiques, où nous avons pu découvrir donc Volatility en profondeur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours revenir vers cette formation.
Donc, toujours encore plus de fonctionnalités. Nous retrouvons l'identification de la propriété des images, ce qui est très intéressant, incluant les données, l'horaire, la date, les lieux, les différentes modifications qui ont eu lieu, et ainsi de suite. Nous pouvons aussi retrouver des modifications ou des copies mémoire, et ainsi de suite. Sans oublier l'affichage du liste des clés de registre. Donc ça, c'est vraiment aussi très intéressant lorsqu'on va pouvoir essayer d'analyser donc le comportement d'un malware. Donc pour chaque processus trouvé dans la table des process. À savoir que Volatility est aussi utilisé dans un contexte de recherche et d'analyse de malware. Donc la petite surprise, je voulais pas le dire vous le dire maintenant, mais par la suite, nous aurons une formation Hacking et sécurité, analyse de malware. Donc ça sera une formation très très avancée. Je suppose que ça sera sur plusieurs heures. Mais bon, ça, on verra par la suite. Et donc, sans plus tarder, cher Alphomers, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. Donc l'image qu'on va pouvoir analyser, donc est inspirée du livre Malware Analyse Cookbook, donc qui est un excellent livre si vous voulez vraiment donc aller en profondeur dans donc l'analyse des malwares et donc dans le forensique surtout. Donc ça contient vraiment des points extrêmement intéressants. Donc il y a aussi le Practical Malware Analysis qui est pas mal. Donc ça je vous le donne en tant que donc point en plus, donc au point bonus si vous préférez. Donc une petite orientation pour ceux et celles qui veulent aller plus en profondeur. Donc n'oubliez jamais qu'il faut jamais s'arrêter à ce qu'on découvre au niveau d'une formation, d'un cours ou d'un livre. Toujours essayer donc de pouvoir apprendre de nouvelles choses. Et c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir apprendre et avancer. Donc ça c'est le plus important. Chaque jour, mettez en place une petite heure. Réservez une petite heure pour pouvoir apprendre beaucoup plus et donc pour monter en compétences. Donc là, j'ai fait une petite copie d'une machine, donc une image de la mémoire d'une machine qui a été infectée par le malware Stuxnet. Pour ceux qui ne savent pas donc ce qu'est le malware Stuxnet, donc c'est un malware qui avait touché des systèmes industriels, donc Siemens, donc qui était principalement Siemens qui est donc système industriel qui était utilisé au niveau des donc des usines nucléaires, donc d'autres installations vitales. Et donc le but était de pouvoir toucher en fait des usines nucléaires qui étaient en fait iraniennes. Donc ça c'était vraiment le premier malware qui a pouvoir définir comment dire une vraie approche et définir une vraie réalité de la cyberguerre. Donc si vous voulez avoir plus de détails, vous tapez juste Stuxnet plus mon nom de famille. Vous allez trouver en fait un petit article que j'ai créé en 2012 dessus et qui reflète tous les aspects techniques mais aussi tous les aspects organisationnels par rapport au Stuxnet. Donc là, je vais me diriger vers mon desktop et je vais dézipper tout ça. Donc, Stuxnet, voilà, .vmm. Et donc c'est l'extension qui est utilisée. À savoir qu'on peut utiliser d'autres extensions, mais ça, donc on va en discuter, ou on a déjà pu en discuter, au niveau du cours Hacking et sécurité, le reverse, ou les sciences forensiques. Donc là, nous avons notre image, et comme on l'a dit, on va pouvoir exploiter et découvrir dans un premier lieu, donc la puissance de Volatility. Donc au niveau de Kali Linux, donc Volatility est présent par défaut, donc sur la version que je suis en train d'utiliser, donc par défaut c'est la version 2.6 qui est utilisée. Donc déjà on va afficher différentes options qui s'offrent à nous grâce à l'option "-h". Et là nous remarquons déjà en fait l'immensitude et donc l'intérêt de pouvoir utiliser cet outil. Donc regardez-moi ce nombre de plugins qui est vraiment extra et qui nous montre à quel point donc l'outil est vraiment puissant et à quel point il permet donc de pouvoir nous aider à récupérer un bon nombre d'informations sur l'image qu'on vient de pouvoir effectuer, donc l'image de la mémoire. Et pour tout vous dire, ça nous permet aussi d'aller vraiment beaucoup plus loin, comme la détection des hooks par rapport aux différents malwares et ainsi de suite. Mais donc dommage, dans cette première partie, nous allons découvrir donc Volatility d'un volet qui est assez global. Par la suite, et par rapport aux prochaines formations qui vont arriver, nous allons pouvoir découvrir tout ça beaucoup plus en profondeur. Donc là, vous avez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. À savoir que si on revient vers la documentation officielle de Volatility, donc je vais vous montrer ça, nous avons quasiment le support de toutes les machines dont on aura besoin. Donc en 32 bits même, et nous avons du Windows 8, du Windows 10, du serveur 2012, du serveur 2016. Il y a vraiment tout ce dont on aura besoin. Donc ça c'est vraiment incroyable et ça va vraiment vous aider
à un point inimaginable. Donc ça, on va le découvrir par la suite et ensemble. Donc là, la manipulation. Donc déjà, avant de pouvoir, exploiter donc du scripting avec Volatility, c'est important de pouvoir déjà savoir comment ça se passe, donc, comment il marche, les fonctionnalités, ainsi de suite. Donc vous avez vraiment plusieurs possibilités. Par exemple, donc Volatility, à savoir que bien sûr, il est écrit en Python. Donc ça, c'est très important. Donc par exemple, vous pouvez effectuer une petite analyse d'une image, donc récupérer déjà les informations sur l'image grâce au plugin Image Info. Donc déjà au niveau du développement, vous l'avez compris, on va pouvoir exploiter ou créer des modules à utiliser avec Volatility selon votre besoin. Donc ça vous évitera de perdre du temps à pouvoir charger trop d'informations pour rien, car il y a beaucoup de plugins qui vont juste vous donner trop d'informations pour rien. Donc voilà, donc là vous avez en fait les profils potentiels de la machine qui a été infectée. Donc c'est en premier lieu soit un SP2, donc un XP-SP2 32 bits, soit un SP3 32 bits. Voilà, donc lui il a utilisé un SP2 32 bits par défaut. Là vous avez plus d'infos, donc la date où l'image a été créée, et ainsi que d'autres informations supplémentaires. Donc le plus important pour nous, par exemple ici, c'est en fait c'est en fait la date et le temps de la création de l'image. À savoir qu'un petit point qui est très important, vous pouvez donc exploiter, donc spécifier à Volatility le type de l'image ou le type de template ou profil qu'il doit utiliser lorsqu'il va ouvrir une image spécifique. Donc ici, avec l'option donc profile qui définit donc le profil de l'image qui est en train d'être ouverte. Donc on peut directement exploiter le profil Windows XP Service 2 donc 86, voilà, comme vous pouvez le voir. Sinon on le laisse lui gérer par défaut. Donc avec Stuxnet, vous avez vraiment plusieurs possibilités. Avec Volatility, vous avez vraiment plusieurs possibilités à effectuer. Par exemple, encore une fois, vous pouvez exploiter donc d'autres plugins tels que PSList pour voir lors de la frise de cette image quels étaient les processus qui tournaient sur la machine. Et là vous avez toutes les informations. Vous avez en fait l'offset du processus, le nom, le PPID, ainsi que d'autres informations, et surtout par exemple ce qui va nous intéresser, la date de création du process et parfois même la date de fin de process. Donc ça peut être vraiment très intéressant au niveau de notre analyse. Et comme vous pouvez le voir, donc on récupère vraiment ça à partir d'une image mémoire de manière très rapide et très intéressante. On peut aussi récupérer la liste des connexions, donc avec cette fois-ci donc l'option ou le plugin Connections. Donc là, on n'a pas récupéré de connexion en cours. Donc il n'y a pas de connexion qui a été établie lorsqu'on a pu donc lorsqu'on a pu prendre donc cette image. On peut aussi visualiser les sockets, donc avec tout simplement l'option sockets. Voilà. Donc là, on a vraiment tous les sockets avec le port, donc l'adresse, la date de création, ainsi de suite. Sans oublier aussi la possibilité de pouvoir récupérer la liste des DLL qui ont été chargés grâce à DLL list. Donc ça peut être vraiment très intéressant aussi. Donc là, vous avez la liste de DLL qui a été récupérée très rapidement. Et donc les DLL qui ont été chargés, donc regardez, les librairies vont pouvoir dépendre du process. Donc pour chaque process, vous affichez les DLL qui y sont assignés. Donc là, par exemple, si vous savez ce que vous cherchez, donc en effectuant une petite PS list, donc vous pouvez afficher la liste DLL simplement d'un process spécifique en ajoutant donc son PID. Donc par exemple là, ce que je prendrai c'est ASS, donc avec le PID 680, voilà, et je vais le rajouter. Et là vous avez donc la liste DLL qui sont utilisées par ce process, comme vous pouvez le voir. Et toujours encore plus intéressant, donc il y a la possibilité de pouvoir dumper des DLL, c'est-à-dire les DLL ou les librairies qui ont été chargées en mémoire. Vous pouvez les dumper, donc les récupérer, et par la suite, donc les analyser, donc dans un contexte forensique, donc il n'y a pas mieux, surtout si vous voulez trouver les traces donc d'un malware, donc d'une manipulation spécifique, ou simplement récupérer des informations qui peuvent être chargés au niveau d'une DLL spécifique, ainsi de suite. Donc c'est vraiment aussi simple que ça. Donc DLL dump,
un petit -d. Et là, vous spécifiez là où vous voulez récupérer tout ça. Donc, dans ce desktop, donc là, je vais créer un petit dossier que j'ai nommé DLLs. À savoir bien sûr que tout ce qu'on est en train de voir, c'est des manipulations qui sont quand même assez basiques. Et pour des manipulations beaucoup plus avancées, je vous invite à voir la formation Hacking et Sécurité, donc les sciences forensiques, où on avance vraiment en détail dans cette partie-là. Donc là, il est en train de me dumper tous les délais de tous les processus, bien sûr. On peut aussi spécifier un dump spécifique. On peut aussi dumper un processus carrément. On peut effectuer un dump spécifique d'une partie spécifique de la mémoire et puis la réanalyser. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ça finira jamais. Donc ça dépendra donc de la méthodologie que vous voulez suivre, de ce que vous cherchez à pouvoir exploiter et du contexte au niveau duquel donc vous êtes en train d'opérer. Donc là par exemple, donc on va vers DLL et hop, vous avez tous les DLL qui ont été dumpés et donc à vous d'analyser selon le process qui peut être malicieux dans votre contexte. Allons donc attaquer tout ça en créant notre premier plugin de Volatility. Donc là, pour créer notre plugin, donc déjà vous avez la possibilité d'analyser un petit peu les plugins déjà existants au niveau de Volatility. Et vous avez aussi donc de la documentation surtout communautaire qui est sur internet. Et donc vous pouvez l'exploiter. Donc là, je vais commencer par un petit plugin qui va juste nous afficher un petit Hello World. Donc, pour créer notre plugin, donc là, je crée un petit fichier Volatility, donc un fichier nommé plugin, et je vais fermer tout ça. Donc, tout d'abord, il nous faut importer donc la librairie donc, Common, qui fait partie du framework Volatility. Voilà, as Common, et qui va nous permettre de créer donc notre plugin. Donc déjà on va commencer par un exemple assez simple et après on va passer à un exemple qui est beaucoup plus compliqué. Donc dans un premier temps, donc on a importé la librairie Common qui fait partie en fait du framework Volatility et qui va nous permettre donc de créer nos plugins. Donc une fois effectué, il faut savoir que chaque plugin représente en fait une classe Python. Donc le nom de la classe va pouvoir devenir ou représenter le nom du plugin. Donc cette classe va pouvoir être une classe étendue. Donc elle va hériter donc de la classe Abstract Windows Command, qui est en fait une librairie qui est, ou plutôt une classe qui est au niveau de la librairie Common. Donc là je vais continuer ma manipulation en créant donc mon plugin que j'ai nommé Hello Plugin. Et au niveau de mon plugin, donc comme on l'a dit, c'est une classe étendue d'Abstract Windows Command. Parfait. Donc jusqu'à là maintenant, tout est bon. Donc là on vient de créer notre classe et on va commencer à manipuler le reste. Et c'est en fait l'héritage qui va pouvoir rendre notre bout de code qui va pouvoir représenter donc un plugin. Donc si le plugin ne va pas hériter donc d'une des classes command, donc c'est en fait un héritage des classes command, Volatility ne pourra pas le reconnaître en tant que plugin lorsqu'il va scanner le répertoire pour essayer de le trouver. Et à partir de là, nous aurons le code suivant. Donc je vais l'écrire et ensuite l'expliquer. Donc c'est un petit render texte, voilà. Et en fait, Volatility va pouvoir chercher cette méthode. Donc, cette méthode qui s'appelle render. Et donc render de manière générale, donc avec le petit tiret. Donc généralement la deuxième partie donc du nom de cette méthode va pouvoir représenter donc tout simplement la valeur du paramètre d'output. Par défaut, le paramètre output est texte, donc ça représente du texte. Et donc, puisque on n'a pas spécifié quelque chose d'autre, donc Volatility va pouvoir aller directement vers donc, render text, et donc qui possède les trois paramètres suivants. Donc self, donc,
comme on l'a dit précédemment, au niveau de Python, donc self va pouvoir référer à une instance de la classe en question, donc de la classe elle-même. C'est toujours en fait le premier paramètre d'une méthode qui va pouvoir appartenir à une classe spécifique. Donc la plupart du temps, vous allez trouver ça. Donc on a l'out fd qui va pouvoir représenter ou qui représente en fait output file descriptor. Donc c'est tout simplement donc le stream sur lequel Volatility va pouvoir écrire. Et donc nous retourner les informations. C'est défini au niveau de l'output file, donc au niveau du paramètre output file. Et enfin, on a la data, donc data qui va contenir donc les informations qui sont retournées par une méthode qui se nomme calculate. Donc si notre plugin ne définit pas sa propre méthode calculate, ça sera hérité donc directement d'une superclasse, dans ce cas-là d'abstract windows comment. Donc, à savoir que donc, par défaut, donc, le fichier output est un stdout, ce qui est parfaitement parfait pour nous. Et enfin, nous allons pouvoir simplement effectuer un petit print hello world. Donc, print. Alors, je vais mettre quelque chose d'autre pour changer un petit peu. Hello les Alformers. Voilà. Et maintenant, nous avons pu écrire tout ça correctement. Et il suffit, donc là, là c'est bon. Donc ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est juste, j'ai enregistré sous. Donc juste pour faciliter l'accès au répertoire, parce que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc file, c'est où ça? Ah voilà. Save as. Donc je vais le mettre directement au niveau de mon bureau, donc desktop, desktop, et on va créer un petit fichier, oups là, un dossier plutôt, new folder que je vais nommer plugins, voilà, parfait, ok, et j'enregistre ça là-bas. Et donc je vais vérifier juste que la création a été effectuée avec succès. Parfait, magnifique. Et là, je vais lancer mon Volatility. Oups, donc CD, donc je vais aller vers le bureau. Et au niveau du bureau, donc là j'ai mon dossier plugin, c'est parfait. J'ai mon image Stuxnet VMM. Et donc là je vais appeler donc Volatility. Donc je viens d'utiliser tout ça, donc c'est pas grave. Donc Volatility, hop, et on va spécifier le plugin à ajouter. Donc là en fait on va lui donner tout simplement le nom, donc le nom tout simplement du répertoire où il y a mes plugins. Donc là c'est root, desktop et plugins. Là on est bon. On est bon. Ensuite, notre image, donc Stuxnet, donc -f, donc Stuxnet. Ouais, c'est ça. .vmm. Ensuite, le nom de notre plugin. Et regardez-moi ça, notre Hello World va pouvoir s'afficher. Donc maintenant, nous avons vu un petit exemple très basique. Et allons découvrir, donc là, un petit exemple qui va nous permettre de récupérer les processus qui vont tourner tout simplement. Donc là, c'est vraiment pareil. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste copier le contenu du code. Voilà. Et à partir de là, donc, on va commencer notre manipulation. Donc au niveau de notre plugin, on va rajouter un petit help. Donc je vais vous montrer par la suite pourquoi. Voilà, classe. Oups. Donc là, je vais ajouter un petit help. Donc voilà. Et je vais le nommer affichage de process. Volatility. Voilà.
Et ça, en fait, c'est tout simplement la petite description qui va pouvoir s'afficher lorsque vous allez taper un petit help, donc la description par rapport à votre plugin. Donc, plugin là qui va se nommer Get Process. Donc à partir de là, nous avons déjà pu donc maintenant écrire un petit plugin très très simple. Donc là, on va essayer de faire un petit truc qui est plus sympa. Donc c'est d'afficher par exemple juste donc les process qui tournent et on va essayer de pouvoir donc effectuer tout ça. Donc là, ce qu'on va essayer de faire et ce dont on aura besoin principalement, donc on a déjà remarqué au préalable donc que au niveau de render text, nous avons en fait une méthode qui possède donc la valeur ou le paramètre data qui est lié à la méthode calculate. Donc allons exploiter ou écrire donc développer une autre méthode calculate afin de pouvoir récupérer la liste des process. Allez, on s'y attaque. Donc def calculate self, plus la peine de pouvoir ajouter tout ça. Donc on a déclaré donc là maintenant la méthode calculate qui est un paramètre self donc qui réfère à la méthode en elle-même. Donc par la suite, nous allons donc déclarer une variable donc, qui va être nommée donc, other space qui va contenir en fait les espaces d'adresse donc qui sont identifiés par self donc config. Donc on va pouvoir le voir là tout de suite. Je vais l'écrire tout d'abord, voilà. Donc utilise voilà point load as et là je définis self point config. C'est parfait. Et donc self point config représente un objet donc, qui identifie différents éléments sur l'exécution ou par rapport à l'exécution de volatility. Donc cet espace d'adresse, cet address space, va pouvoir être généré à partir du fichier. Donc on va passer un paramètre grâce au -f. Donc à partir de là, nous allons spécifier ou déclarer une variable qu'on va nommer tasks pour les différents process qui tournent. Donc il va contenir donc la liste de tous les objets de process, donc, ou process object en anglais, qui vont pouvoir être parsés à partir de l'adresse space qu'on a déclaré en haut. Donc win32.tasks.pslist, voilà, et l'adresse space déclaré tout en haut. Et fini. Suffit juste d'ajouter un petit return tasks et le tour est joué. Et là, il nous faudra juste récupérer les librairies manquantes. Donc import volatility.utils ou as utils, voilà, et import volatility win32 as win32. Parfait. Et là, jusqu'à maintenant, donc nous avons pu tout définir. Regardez ce qui se passe quand je vais appeler mon plugin. Save as, get process, app. Voilà, je vais voir si ça sort directement. Parfait. Voilà, get process. Donc je récupère volatility. Je fais un get process. Voilà, donc là déjà rien ne va s'afficher tout simplement parce que j'ai pas affiché, donc j'ai pas mis de méthode qui va pouvoir m'afficher tout ça. Donc là la méthode de calcul, je vais la mettre ici. Suivi par notre render text qui va pouvoir nous afficher hello les Alformers. Allons afficher les process. Voilà, print hello world, parfait. Et ensuite, donc nous allons mettre en place une petite boucle. Donc regardez, une data. Voilà,
On va afficher tout ça. On va faire un petit write. Et afficher l'ensemble des éléments. Voilà. Anti/n. .format task. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Donc, c'est que notre render text va pouvoir itérer chaque objet task, c'est-à-dire chaque objet de process, et pouvoir l'afficher et donc le retourner donc sous un format où on est std_out. Donc la valeur que vous allez pouvoir voir là maintenant. Donc déjà j'ai pas bien fermé ça. Voilà. Donc la valeur que je vais essayer de voir là maintenant. Regardez. Donc ces valeurs là en fait c'est les tout simplement les offsets virtuels au niveau de la mémoire de la structure donc de notre process. Donc si on essaye de voir donc l'e-process, donc la définition de l'e-process par rapport à Windows 7, vous allez en fait voir qu'il existe un bon nombre de propriétés qu'on va pouvoir manipuler. C'est-à-dire l'ID du process, le temps de création et le nom de l'image ou l'image qu'on est en train de manipuler. Donc, et c'est ce que je vous conseille de faire. Donc, toujours analyser avant de pouvoir exploiter. Nous allons donc inclure ces valeurs, à savoir que tout ça, regardez-moi ça, a été récupéré tout simplement du site officiel. Donc, je ne crée rien de ma tête. Donc, c'est tout simplement des informations qu'on peut récupérer ensemble en effectuant des petites recherches. Donc là, on a le petit process. Donc regardez la date de création. On a aussi l'ID du process. On a aussi donc l'image, file name, c'est les où. Donc image, file name, regardez, voilà. Donc bien, ça représente tout simplement donc le nom de notre process. Donc ça, c'est très très important. Donc je ferme tout ça. Je reviens au niveau de mon plugin. Et je vais afficher tout ça. Donc format. Donc là, on va pas utiliser l'objet directement. Donc ce qu'on va afficher tout simplement, c'est task. Voilà, task. Unique process ID. On a aussi task.create time. Et enfin, on a task.image file name. Donc là, j'ai juste question de structure. Correct, voilà. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon aussi. Hop. On exécute tout ça. Donc là, il y a sûrement juste une petite erreur au niveau de mon code. Donc, essayez de la deviner. C'est tout simplement les champs. Donc, il faut spécifier le deuxième champ qui va être affiché. Donc, en std_out. Voilà. Et le troisième champ. Oups. Alors là. Voilà. Magnifique. Et on revient vers tout ça. Et voilà l'affichage de la liste des process. Donc vous pouvez aussi bien sûr effectuer un bon nombre d'autres manipulations. Et ça dépendra, comme d'habitude, de votre besoin. Et surtout essayer de pouvoir viser les comment dire, les tâches qui vous dérangent. Donc comme ça, vous gagnez beaucoup de temps et vous ne perdez pas en fait du temps sur des tâches qui vont vous traîner juste derrière. Et je voudrais aussi en fait vous transmettre un autre petit message très important. Donc vous avez la possibilité d'automatiser vos tâches et de vous faire aider grâce à l'automatisation de tout ça. Et tout simplement grâce à plusieurs langages tels que Python. Donc essayez de profiter de ça. Vous avez cette chance. Essayez de profiter de ça. Essayez de pouvoir trouver donc ce dont vous avez besoin. Donc là, comme ça, vous perdez pas de temps. Et essayez d'automatiser votre
Donc les tâches qui vont pouvoir vous être assez lourdes et surtout essayer de pouvoir retourner les informations directement qui vous sont intéressantes. Donc c'est-à-dire à la place de pouvoir effectuer 5 itérations, donc 5 commandes, les utiliser une après l'autre et récupérer des infos, essayez de pouvoir coder des petits scripts pour automatiser tout ça. Donc pendant les cours plus avancés, nous allons pouvoir découvrir tout ça. Et pour l'instant, vous allez pouvoir vous référer à la documentation. Vous avez aussi des livres assez sympas qui vous permettent de pouvoir découvrir comment développer des plugins. Euh, grâce à Volatility, tel que The Art of Memory Forensic, qui est vraiment extrêmement intéressant. Ou encore donc Memory Analysis Training Course. Donc vous l'avez sur GitHub. Donc là, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Je vous dis, cher Alformers, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo sur Alform exclusivement.